Oui, j'ai intitulé ça « Tout parle en mon ouvrage et même les poissons » parce que c'est une conférence sur le bestiaire de La Fontaine, sur les animaux de La Fontaine. Je vais vous faire une confidence. La chose dont j'aime le moins parler chez La Fontaine, ce sont les animaux, parce que c'est extrêmement difficile, dans la mesure où les poissons, dans la réalité, comme vous le savez, ça parle très peu, sauf si vous avez un poisson rouge extrêmement expressif. Mais enfin, d'une façon générale, les poissons parlent peu. Et pourtant, chez La Fontaine, ils parlent, et ce ne sont pas malgré tout des hommes. Il y a donc une ambiguïté, et je vais vous parler finalement de certains êtres qui ne sont ni tout à fait des bêtes, ni tout à fait des hommes, qui n'existent nulle part, car il n'y a aucun endroit dans la planète ou ailleurs où l'on trouve des corbeaux qui tiennent dans leur bec un fromage qu'ils vont lâcher parce qu'un renard va leur parler d'une façon flatteuse. Ça ne se trouve pas. Et la première chose donc à voir dans la conférence que je vais vous faire, c'est qu'elle est en suspens dans l'irréalité, dans l'invraisemblance, dans la fiction, dans la magie, dans le merveilleux, et qu'il n'y a pas de retombée directe sur le réel. Et donc, ceux d'entre vous qui aimez les bêtes, vous allez les trouver très perturbées, un petit peu différentes de ce qu'elles sont d'habitude, et en particulier pourvues de certains traits de caractère, certaines capacités verbales et autres, sociales, qui ne sont pas celles de la réalité. Et pourtant, La Fontaine le disait d'emblée, je chante les héros dont Ésope est le père. La fable ésopique, celle qu'on réfère, vous savez, à ce père légendaire de la fable, Ésope, qui aurait vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. En réalité, les fables existaient bien avant. Cet Ésope auquel se réfère La Fontaine, effectivement, est assimilé à ce genre qui est celui de la fiction d'un animal parlant qui nous donne des leçons. Et dans le même petit poème d'où j'ai tiré le titre de la conférence, il dit aussi « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Et vous voyez, les animaux, ils s'en servent. C'est donc un usage de l'animal dont je vais traiter beaucoup plus que d'une réalité. Un usage qui, heureusement, est poétique, car c'est dans la poésie que tout parle, et même les poissons, tout en remontant d'ailleurs à l'origine, et je vais me permettre de vous lire la première trace que nous ayons dans l'histoire de l'humanité de la première fable qui jamais ait été écrite. Fable, j'entends vraiment la fable au sens ésopique. C'est un grand moment dans cet amphithéâtre très moderne. Je vais faire résonner un texte sumérien datable d'environ 2500 à 2000 avant Jésus-Christ. Quand c'est si loin, on n'est pas à 500 ans près. Voici ce texte qui est peut-être l'écho d'une fable que nous n'avons pas, mais qui est venue jusqu'à nous par cet intermédiaire. En saisissant le cou d'un énorme bœuf, tu peux traverser la rivière. En marchant aux côtés des hommes puissants de ta cité, mon fils, tu t'élèveras sans aucun doute. Voilà, c'est un embryon de l'art d'être attaché parlementaire. C'est-à-dire qu'il faut marcher aux côtés des hommes puissants de la cité pour s'élever. En saisissant le cou d'un énorme bœuf. On a émis l'hypothèse que cette comparaison pourrait faire référence à une fable perdue qui aurait été utilisée comme exemple à l'appui d'une leçon de sagesse oratoire. On pense qu'il s'agit de... Nous avons une tablette cunéiforme, vous savez, en cunéiforme, une tablette d'argile qui a conservé ça. On pense qu'il s'agit peut-être de fables qu'on enseignait aux étudiants venus des provinces de l'Empire assyrien, pour qu'ils acquièrent la langue de Babylone, qui était la langue de l'administration, et le leur apprendre par des fables. Vous savez, les fables ont toujours été liées à l'instruction. Alors, que faudrait-il pour passer de ce que nous avons là à une fable ? Eh bien, en analysant ce qu'il faudrait, on comprend très vite ce qu'est une fable. Il faudrait marquer la dénivellation davantage entre la fiction, qui caractérise le récit, puis la réalité, la morale, qui nous ramène à notre monde. Il faudrait en l'occurrence que le récit assume le décalage des acteurs dans la fiction. Et pour ça, on pourrait doter le bœuf de la raison et de la parole. Et voilà, il deviendrait là un animal de fable. Pour l'instant, c'est simplement un moyen de transport. Vous voyez ? Je monte sur son dos. Mais pour en faire une fable, il suffit qu'il parle. Et puis, il faudrait aussi que le personnage qui lui monte sur le dos ait une petite identité. Vous voyez ? Qu'il soit quelque chose, un jeune homme, un charretier, une laitière, enfin... un petit quelque chose qui lui donne de la personnalité. Et puis de l'autre côté,
il faudrait que le conseil moral élargisse son adresse. Il s'adresse là à son fils. Ça ne se fait pas. Dans les fables, on s'adresse à tout le monde. Il faudrait un peu généraliser l'adresse de la moralité. Il faudrait, en somme, intervertir le singulier et l'universel. Il faudrait singulariser l'exemple, lui donner une valeur un peu pittoresque, personnelle, originale, spécifique. Un exemple particulier, une anecdote. Un jour, un jeune homme, vous voyez, et puis pour la moralité, l'universaliser. L'effet donc du décalage dans l'image et de son élaboration en récit anecdotique, voilà ce qui fait la fable. Vous partez d'une image, vous en faites un récit, et puis vous revenez ensuite à une morale générale. Alors, je vais vous donner la suite de ça, la suite de l'histoire. C'est une tablette babylonienne de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était avant Ésope. Et nous trouvons une fable qui s'appelle « Le moustique et l'éléphant ». Là encore, c'est une fable très ancienne, traduite du cunéiforme, pas traduite par moi, parce que le cunéiforme, je ne pratique pas, et je ne vous garantis pas une traduction exacte, parce qu'il paraît que ce n'est pas une langue extrêmement, comment dirais-je, nuancée. Voyez ? Mais voici ce que dit cette fable. Un moustique, comme il s'était posé sur un éléphant, lui dit « Mon frère, est-ce que je t'ai dérangé? Je vais m'en aller à l'abreuvoir. » L'éléphant répondit au moustique « Lorsque tu t'es posé, je ne l'ai pas su, car que représentes-tu pour moi? Et je ne saurai pas non plus lorsque tu partiras. » Voilà. Et ça, c'est donc une sorte c'est une fable. Vous avez le raisonnement et la parole prêtés aux animaux qui permettent de précipiter en conte anecdotique, pittoresque et invraisemblable l'exemple concret, disons réaliste, auquel se cantonnait la version sumérienne avec ce bœuf que l'on utilisait pour traverser la rivière. Cette fable du moustique et l'éléphant, vous avez remarqué qu'il y manque quelque chose. Il y manque la moralité. Eh bien, la moralité, elle nous est donnée par une collection de fables ésopiques, donc plus tardives, plus récentes, je veux dire. Et donc, je vais vous citer la moralité que donne le manuscrit, l'un des manuscrits de collection ésopique que nous avons, le manuscrit Augustana, qui ajoute « Cette fable pourrait être employée à propos des gens inoffensifs. Qu'ils soient présents ou absents, ils ne sont ni nuisibles ni utiles. » Vous voyez ? Là, nous avons une sorte de, comment dirais-je, de déduction, vous voyez, du récit. On tire la déduction. Et nous avons là, donc, nous comprenons que la fable vit du décalage entre une idée toute simple tirée de l'expérience courante. On appelle ça morale, mais ne croyez pas que c'est morale le moins du monde. Hein. La morale des fables, c'est un peu, il vaut mieux regarder à gauche et à droite avant de traverser la rue. C'est un peu ça, hein, ça n'est pas plus. Il n'y a pas d'exigence beaucoup plus grande, du moins dans les fables ésopiques. Ce sont des fables de prudence, destinées souvent, du moins fictionnellement, à des enfants. Et les enfants, il ne faut pas leur demander trop de choses, trop compliquées, il faut leur apprendre. Et puis, on décale ce précepte, trop connu, donc un petit peu usé, dans une anecdote qui va permettre de mieux comprendre les choses. Et cette anecdote, elle utilise ce truc qui est le monde animal parce qu'il ressemble au monde humain et parce qu'on a toujours vu qu'il y avait entre les animaux et singulièrement les mammifères, bien sûr, et les hommes, des similitudes faciales que la science physiognomonique a exploitées, des similitudes psychologiques, la fureur du chien, la cruauté du chat, vous voyez, des éléments parfois que nous prêtons aux animaux, la cruauté du loup par exemple, on n'en sait rien, mais toujours est-il qu'il y a une manière de décaler les choses pour nous faire comprendre, en somme, la moralité. Il y a donc progressivement constitution d'une sorte de bestiaire. Et lorsqu'on prend les fables de La Fontaine, proprement dites, on s'aperçoit que dans les 240 fables, il y a effectivement une proportion assez forte d'animaux. Alors là, je vais vous parler chiffres. De toute façon, nous sommes en campagne présidentielle, donc on n'arrête pas de nous abreuver de statistiques. Alors, je vais vous en faire quelques-unes. Et des statistiques qui, vous voyez, seront beaucoup moins envenimées, hein, beaucoup moins créatrices de conflits. Ce sont des statistiques toutes simples. Il y a 240 fables et dedans, il y a à peu près 450 à 500 personnages. C'est ambigu parce que parfois, vous savez, on cite un nom comme ça, mais le personnage n'intervient pas. 450, quelqu'un qui les a bien comptés, Henri Burnett, disait 469, mais dès qu'on recompte, on peut trouver plus ou moins. Et sur ces 450 personnages, les animaux sont 125. Il y a 125 animaux pour 138 êtres humains, exactement 123 hommes et 15 femmes.
auxquels il faut ajouter 85 personnages mythologiques, divins, humains, et puis 80 êtres légendaires ou historiques. Par personnage humain, je veux dire des personnages historiques, en fait des personnages qui ont une puissance un peu au-dessus de l'humanité, quand des dieux, par exemple, se transforment en êtres humains. Et puis 80 êtres légendaires ou historiques proprement dit. Le reste des végétaux, des allégories en nombre insignifiant. Bon. Quand on voit les choses, cela veut dire que les animaux sont à peu près à égalité avec les humains, vous voyez, dans les fables. C'est assez significatif d'ailleurs, parce que le but, c'est justement de nous faire passer du monde animal au monde humain. Mais n'oubliez pas qu'à côté de la cigale et la fourmi, il y a aussi Perrette avec son pot au lait, hein, c'est une femme. Donc il y a aussi des êtres humains. Et vous avez remarqué qu'on les oublie. Parce que lorsque vous venez à une conférence sur les animaux des fables, vous imaginez que je vais vous parler de toutes les fables. En réalité, je ne peux vous parler sans doute que d'une moitié. C'est assez révélateur, cela. Notre impression procède du fait que nous connaissons les fables le plus souvent animalières, et que ces fables animalières, nous les connaissons parce que ce sont ou les toutes premières, ou les plus frappantes et les plus belles. Du moins, peut-on dire ainsi, la beauté, c'est très ambigu. Alors, ce décompte est bien sûr très artificiel, parce que quand je vous dis les grenouilles, ou les souris, ou les abeilles, je voudrais savoir combien il y en a. Et ça compte pour un. Vous voyez, c'est un peu injuste. Hein. Il y a aussi les simples allusions sans participation active. Vous savez, quand une mouche, dans La mouche et la fourmi, il est dit d'elle, sur la tête des rois, et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Je n'en disconviens pas. Est-ce que j'ai le droit de dire que les ânes, ça fait un animal qui intervient dans la fable? Vous comprenez? C'est simplement une tête sur laquelle une mouche va se poser. Ça ne fait pas vraiment... tout ça interdit donc de compter précisément. Peu importe. Il y a un bestiaire. Il y a une centaine au moins de fables qui est une fable animalière. Et il y a des animaux qui apparaissent une fois, ce sont les plus fréquents. Regardez rien que la cigale et la fourmi. La cigale, elle est là une fois. Et il y a une cinquantaine d'espèces qui ne sont là qu'une seule fois. 25, 26 réapparaissent 2 fois, hein, moitié moins. Et les plus fréquents, c'est-à-dire une vingtaine, je ne vais pas faire un hit parade et vous faire gagner un coffret de fables en vous demandant lesquels vous pensez que ce sont, mais je vais vous les donner. Un peu difficile de compter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause du fait que certaines sont simplement nommées. Il y a le rat, l'âne, le chien, le renard et le loup. Voilà, ça c'est le bestiaire central de La Fontaine. Je ne sais pas si dans votre esprit vous auriez supposé ce genre de choses. Hein. Ordinairement, on ne se trompe pas trop. Il y a des gens qui ont tendance à ajouter le chat, vous voyez, à la place du chien, enfin des choses de ce genre, mais la plupart du temps, on sait que le loup et le renard quand même, hein, et qui dit le loup dit le chien. Alors, je vous disais, toutes ces apparitions n'ont pas la même valeur pour décrire un peu la chose. Prenez l'exemple, bon, je vais prendre l'exemple de l'âne, j'ai eu l'occasion d'en traiter un peu ailleurs. Il apparaît 23 fois. Or, ces 23 interventions, ces 23 fables sont classables en catégories différentes, en 3 catégories. La première, c'est celle qui regroupe les 5 fables qui mentionnent l'âne au fil du récit, sans lui accorder aucune présence, aucun rôle, aucun effet, hein, comme tout à l'heure sur la tête des rois et la tête des ânes. Oui. Et il y en a quand même 5. Ensuite, 5 autres fables qui offrent à l'âne une présence muette en tant qu'animal, un peu comme le bœuf de la tablette dont je vous parlais, c'est-à-dire sans hybridation anthropomorphique, sans lui donner la parole, en situation d'enjeu, par exemple pour des voleurs, ou en situation d'objet inopérant d'une action qui se déroule à son propos, ou avec sa participation, mais passive, inconsciente. Je pense au meunier, son fils et l'âne. Hein, vous connaissez l'intrigue. Bon, l'âne, on monte dessus, on le fait marcher tout seul, on le porte. Il est assez passif et on ne peut pas dire qu'il soit ce que nous appelons vraiment un animal de fable, vous voyez, pourvu de raison, de sensibilité, produisant une action. Et il nous reste donc, sur les 23 dont je vous parlais, 13 fables, auxquelles s'ajoute une qui n'a pas été recueillie par La Fontaine, l'âne juge, on n'est pas sûr qu'elle soit de lui, où l'âne intervient comme un acteur hybride, seul ou en société, avec d'autres, pourvu de conscience et ou de parole. Je vais prendre l'exemple d'une fable que nous allons lire tout à l'heure, Les animaux malades de la peste, où il y a un âne dont le rôle est important. Voilà, là vous avez le critère de ce qu'est, dans notre esprit, quand nous disons les animaux des fables, ce qu'est la définition d'un animal de fable, un acteur hybride, c'est-à-dire
moitié humain par ses activités, moitié animal par son instinct, seul ou en société avec d'autres, mais la plupart du temps quand même en société, et pourvu de conscience et si possible de parole. Alors, il faudrait même ajouter, pour bien mesurer le tableau que je voudrais vous faire, ajouter la répartition par livre. Vous savez que La Fontaine a publié 6 livres de fables en 1668. Il leur a ajouté 5 nouveaux livres 10 ans plus tard, en 1678-79. Et il a terminé par un dernier livre de fables mêlées de contes en 1693-94. Vous avez donc là des séquences. Et les fables sont relativement différentes. Celles du second recueil, 1678, sont inspirées davantage de l'Orient. Il a fait la découverte du fabuliste Pilpay entre les deux. Les premières sont plus familières, plus connues. Les premières, c'est la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, le chêne et le roseau, le loup et l'agneau. Vous voyez, ce sont toutes des fables très connues. Les suivantes, c'est un peu plus raffiné, un peu plus complexe. Et si je vous cite la dernière, qui est absolument l'une des plus belles, vraiment la toute dernière du recueil, le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire, c'est pas une fable très connue. La répartition joue un petit peu dans cette affaire. Maintenant que j'ai fait le plan de mon affaire, j'entre un peu dans la présentation de ces animaux. Comment La Fontaine nous les donne-t-il à voir et à entendre? Eh bien, je dirais qu'il a un art merveilleux du croquis, vous savez, à la Daumier, de la stylisation et en même temps de la mise en action de la stylisation. Petit côté Walt Disney, si vous voulez, c'est-à-dire les animaux stylisés qui se mettent à parler. La cigogne, vous le savez, est au long bec. Le héron emmanche le long bec sur un long cou. La bique est à la traînante mamelle. La pie s'appelle caquet-bon-bec. La souris, c'est l'agent trotte-menu. Il y a aussi l'agent qui porte crête pour les coqs et les poules, et pour la tortue, porte-maison l'infante. Le serpent, c'est la rampante bête. La belette qui s'est empiffrée dans un grenier devient grasse, maflue et rebondit. Ou encore, puisqu'il est question d'obésité, le rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris. Quant aux huîtres, une s'était ouverte et bâillant au soleil par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie, blanche, grasse et d'un goût à la voir non pareil. Ça donne vraiment envie d'aller chez les cahiers. Il y a, outre ces descriptions en aplat, la capacité de peindre le mouvement, les attitudes, les sentiments. Je pense à la mouche du coche. Une mouche survient. Et les chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. S'assied sur le timon, sur le nez du cocher, aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empressé, il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit, faire avancer ses gens et hâter la victoire. Ce n'était qu'un extrait, mais vous voyez, la mouche, là, on la voit, quoi. Et en même temps, vous avez vu la petite métaphore, il semble que ce soit un sergent de bataille. Tout de suite, bien sûr, on voit des êtres humains. Nous en connaissons tous, des mouches. Ça me rappelle toujours ce mot d'esprit de l'abbé Galliani. Vous savez, il était secrétaire de l'ambassade de Naples et il disait « Mon ambassadeur est bête et paresseux, heureusement, parce que s'il était bête et actif, ce serait pire. » Cette mouche, on la voit. Vous avez le rythme, vous avez la prosodie, vous avez la comparaison, vous avez l'accumulation des termes, bref, vous avez une personnalité. Une personnalité qui exprime une psychologie. Vous voulez dire qu'un âne est content de trouver de l'herbe où il broute. Ça donne le grison se rue au travers de l'herbe menue, se vautrant, grattant et frottant, gambadant, chantant et broutant et faisant maintes placenettes. Vous entendez tous ces participes présents, hein? Cette accumulation de verbes, c'est une accumulation d'actions. Il n'y a pas besoin de donner davantage. C'est l'art du théâtre. Vous savez, La Fontaine a écrit du théâtre. Son vrai théâtre, ce sont les fables. Hein. Il donne à voir parce que les animaux, il en fait véritablement des acteurs de fables. Je dirais que les corps, par eux-mêmes, deviennent parlants. Le chat est velouté, comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Et le renard
Le chat et le renard, recommençons avec le chat, comme deux beaux petits saints s'en allaient en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartuffes, deux archipatelins, deux francs patepelus qui, des frais du voyage, croquant mainte volaille, escroquant maint fromage, ainsi de suite. Oui, on les voit, et il y a quelque chose de leur clopinement dans la manière dont les vers sont donnés. C'est-à-dire que vous ayez une description du personnage ou une description de son action, le phénomène est le même, il est rendu visible, il crève l'écran, ou plutôt, pour le dire comme ça, il crève la page, quoi. C'est-à-dire que l'animal intervient, et la grande force de La Fontaine, c'est cette capacité de faire beaucoup avec très peu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mots, très peu de place. C'est du poème, c'est condensé, c'est concentré, et ça explose de sens par toutes les connotations qu'il y a autour des mots et par l'accumulation des effets, la poésie, la musique, la vision, la rareté des mots, parce que beaucoup des mots que je vous donne là, vous les entendez, ils sont rares, mais ils étaient rares aussi en son temps. Il y en a qui sont archaïques, il y en a qui appartiennent à des vocabulaires technologiques ou spécialisés, il y en a qui viennent, je dirais, d'autres régions, des régionalismes, il en emploie beaucoup. Tout cela fait une langue qui est une langue elle-même marquetée, veloutée, comme il le dit Duchat, et qui fait que cette langue atteint à la musique. Et c'est bien le but, puisque finalement, le but de la fable, c'est d'aboutir à la vie. En effet, la raison d'utiliser les animaux, il l'a donnée dans la préface de ses fables, la raison du genre, et il obéit au genre de la fable, c'est une intuition d'ordre cognitif, c'est l'idée qu'on comprend mieux quand c'est imagé. Et je vous lis même le texte dans lequel il prépare cela, il vous dit « Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parthes, s'engagea dans leur pays sans considérer comment il en sortirait, que cela le fit périr lui et son armée, quelque effort qu'il fit pour se retirer. Dites à ce même enfant que le renard et le bouc descendirent au fond d'un puits pour y éteindre leur soif, que le renard en sortit s'étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d'une échelle. Au contraire, le bouc y demeura pour n'avoir pas eu tant de prévoyance, et par conséquent, il faut considérer, en toute chose, la fin. Je demande lequel de ces deux exemples fera le plus d'impression sur cet enfant. Le renard et le bouc descendirent au fond du puits pour éteindre leur soif. Le renard s'en sortit, s'étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d'une échelle. Au contraire, le bouc y demeura pour n'avoir eu tant de prévoyance. Par conséquent, il faut considérer en toute chose la fin. Et maintenant, place au poème. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc, des plus hautes encornées. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre dans un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux eurent repris, le renard dit au bouc : « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi, mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement, puis sur tes cordes m'élevant à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci, je sortirai, après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi, je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à la patience. Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Ah oui, ça c'est la mise en musique du squelette précédent. Vous avez bien reconnu le renard et le bouc descendirent au fond d'un puits pour éteindre leur soif. Et par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi. Il a pris les 3 points et puis il a mis des choses autour. Qu'est-ce qu'il a mis autour ? Quel est le secret de cette affaire ? L'amplification a consisté en l'occurrence à peindre conjointement l'action et les acteurs par un même moyen, c'est celui du dialogue au style direct, remplaçant le récit du conteur.
C'est ça le truc. Il y a des trucs dans chaque fable. Il faut trouver le truc. Le truc ici, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire que vous avez, si vous comptez bien, je reviens à la statistique, 11 vers de narration, 20 vers de conversation. C'est-à-dire que c'est le contraire du roman, quoi. Ça devient du théâtre. Dans le roman, il y a davantage de narration que de conversation. Dans la fable, ici, il y a davantage de conversation que de narration. C'est le ton du discours qui fait deviner la personnalité de chaque acteur. L'un séducteur et railleur, et puis l'autre ébahi et naïf. C'est le dialogue qui assume l'essentiel de l'action, qui dessine le projet. Vous avez vu comment le renard... il y a quand même une gestuelle, vous voyez, quelque chose qui se produit, une action, et qui justifie l'exécution, et qui tire ensuite, toujours au style direct, la conclusion moqueuse. Et je le disais à notre ami, le dernier vers, c'est très ambigu. Vous savez que dans les fables de La Fontaine, il n'y a pas de ponctuation. Donc on ne sait pas si en toute chose, il faut considérer la fin. C'est une morale dite par le fabuliste ou par le renard. Vous voyez, c'est « Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. » Ça, c'est le renard qui parle. Mais vous pouvez dire aussi « Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. » En toute chose, il faut considérer la fin. Alors c'est pas pareil, évidemment. Et on voit très bien qu'il y a là une telle mixité, une telle puissance, une telle dynamique de la parole qu'on ne sait plus si c'est du style direct ou du style narratif. Vous imaginez la puissance de la chose. C'est comme si au théâtre, on se mettait à dire les didascalies. C'est quand même quelque chose de puissant. Or, ce dialogue qui colore donc l'action et les personnages, il colore la poésie de La Fontaine, sa poétique, qu'il a définie d'ailleurs en termes de gaieté. La gaieté, c'est le mot qu'il employait, qui fait tout le sel de ses fables, et qui procède du principe même du genre, c'est-à-dire le don de la parole dévolu aux animaux, qui produit un effet de badinage, un effet de plaisanterie, qui ravive l'évidence usée par trop d'accoutumance. Ce qu'il appelait la gaieté, il le nommait ailleurs le badinage, vous voyez, ou la plaisanterie. Nous dirions l'esprit, vous voyez, le charme de l'esprit, avec à son revers la naïveté. C'est une fable où il y a de la naïveté, on entend la naïveté du bouc, mais une naïveté, quand elle est celle du fabuliste, c'est qui est fictive, parce qu'il joue à nous faire croire qu'il écrit pour des enfants, nous jouons à lui faire croire que nous sommes des enfants, et on s'entend dans cette connivence, vous voyez. Et tout cela fait que nous avons une tonalité générale de décalage souriant. Je vous disais tout à l'heure, les animaux de fable n'existent nulle part. Mais justement, comme ils ne sont nulle part, nous nous décalons pour entrer en contact avec eux. Et c'est cet effet de décalage qui constitue le charme de la fable. Et je dirais la tonalité de gaieté. J'ai remarqué, dès qu'on commence à parler de La Fontaine, les sourires viennent aux commissures des lèvres. Alors, depuis que je fais des conférences en Covid, je suis privé de cet effet. C'est extrêmement triste. Alors, heureusement, les yeux sourient aussi. Mais La Fontaine, c'est cela. Il déclenche, c'est une espèce de terrain commun pour nous tous, en France ou en francophonie. On participe, on comprend ça à demi-mot. Et finalement, la couleur de tout cela, c'est un peu comme de la musique qu'on entend sans savoir le solfège. On comprend quand même la musique. C'est un peu la même chose, vous voyez. Alors bien sûr, quand on pénètre dans le sens, il y a davantage. Mais je dirais que cette impression générale, c'est celle d'un amusement, d'un badinage. Je dirais qu'il parcourt d'ailleurs tout l'éventail de l'amusement distancié depuis le badin jusqu'au sarcastique. Il y a un peu de sarcasme dans le renard. En passant par la complicité souriante, puis l'humour décalé ou désillusionné, l'ironie légère, l'ironie amère, le persiflage et le trait. Vous avez là un arc-en-ciel de nuances du sourire. Molière s'était emparé du rire, Racine s'était emparé des larmes, alors La Fontaine, il a pris entre les deux le sourire. Le sourire, vous savez, un petit peu dans cette définition qu'on donnera plus tard au marché, se dépêcher de rire de tout, de crainte d'être obligé d'en pleurer. Rire de tout, Molière, en pleurer Racine, entre les deux, l'homme du sourire. Vous voyez, cette phase intermédiaire, et qui fait que cette tonalité s'accorde magnifiquement avec un autre aspect du genre de la fable, qui est le génie de la miniature. Parce que vous voyez, les animaux que nous voyons dans les fables sont des animaux un peu en modèle réduit, un peu comme ces figurines que l'on peut trouver en porcelaine de Saxe. Le génie de la miniature qui fait que la fable, en prenant son essor, et puis les années passant, va devenir un peu la miniature de tous les autres genres. Il y aura des fables comédies, il y aura des fables tragédies, il y aura des fables épopées, il y aura des fables élégies, vous voyez, les deux pigeons, par exemple.
exemple. Quelle différence avec ce que nous venons de lire, le corbeau, le renard et le bouc. Vous imaginez cette grâce élégiaque, alexandrine. Et ça, ce sont des nuances qui sont rendues possibles et qui font que, sans écrire d'épopées, de comédies, de tragédies, d'élégies, La Fontaine fait participer la fable de tous ces styles, de toutes ces tonalités. En somme, il en fait non seulement un poème, mais je dirais le poème de tous les poèmes. Un poème absolument général, tout simplement parce qu'il a exploité le principe fondateur de la fable, qui est de parler d'une chose dans le langage d'une autre. Et c'est ça l'essence de la poésie. Vous savez, j'ai coutume de donner cette définition de la poésie par Cesare Pavese. La poésie commence lorsqu'un imbécile dit, en regardant la mer, on dirait de l'huile. Vous voyez, c'est ça la définition de la poésie. C'est penser une chose dans les termes d'une autre. Par exemple, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Si vous dites, ah bah tiens, le soleil vient de se coucher, c'est tout rouge. C'est pas vraiment poétique, mais le soleil s'est noyé dans son... Là, vous avez des relations avec la mort, avec le figement du sang. Enfin, vous voyez, des éléments qui, tout à coup, nous permettent de revoir des choses que nous connaissions parce que nous les saisissons d'une autre façon. C'est pour ça que l'imbécile qui, en regardant la mer, dit « Ah, on dirait de l'huile », il a déjà cette idée de penser les choses dans les termes d'une autre. Alors, si on va beaucoup plus loin, vous savez que dans à la recherche du temps perdu, Proust explique un tableau d'un peintre qui s'appelle Elstir, en disant que ce tableau peint un port et que pour peindre la ville, il a choisi toutes les tonalités maritimes et pour peindre la mer, il a choisi toutes les tonalités végétales, urbaines, minérales, vous voyez, inversant les choses, et que par là, le tableau est devenu poème. Et évidemment, c'est aussi ce que fait Proust quand il décrit, par exemple, l'Opéra de Paris comme un immense aquarium avec toutes ces belles dames qui sont des sirènes au fond d'une eau un peu glauque, un peu étrange, avec les lumières. Bon. Et effectivement, quand on va à l'Opéra Garnier, on a un peu cette impression-là. Oui. Ce charme de penser les choses dans les termes d'une autre, c'est exactement ce que fait La Fontaine avec ses fables, c'est-à-dire une entrée en poésie par l'exploitation de ce décalage qui, au départ, on vient de le voir, est surtout pédagogique, pour mieux nous faire comprendre, mais qui devient un décalage intuitif, impressionniste, qui dépasse son rôle pédagogique pour entrer dans une fonction d'impressionnisme, justement, comme un peintre impressionniste. Disons que dans l'esprit ésopique, la fable cherchait à donner à voir, dans l'esprit de La Fontaine, elle donne à imaginer. Et dans imaginer, j'entends aussi imager, voyez, imaginer par l'image, se décaler. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, les animaux de La Fontaine ne vivent nulle part, et en même temps, ils vivent partout. Ils vivent dans l'imaginaire. Et c'est ce saut dans l'imaginaire qui nous permet ensuite de revenir dans la réalité. Il y a là un art, si vous voulez, de traiter les choses dans le domaine du rêve, tout en se souvenant, moralité, qu'il faut revenir dans la réalité. Je vais vous en donner un exemple à propos d'une fable assez connue que nous allons entendre, Le Héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un dégoût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva un goujon. « Du goujon, c'est bien le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim
le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous bien de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Alors, ce qui m'intéresse dans cette fable, c'est le rapport entre la poésie et le sens que je vous signalais tout à l'heure. C'est-à-dire une poésie qui paraît pure, mais qui ne l'est peut-être pas tout à fait parce que la poésie porte du sens. Je vais prendre « L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour ». C'est un vers absolument magnifique, c'est un instant ciselé en fragments d'éternité. Une pure incantation cristalline. Vous avez vu, l'onde était transparente, c'est le clapotis de l'eau, ainsi qu'au plus beau jour. On a l'impression que l'eau est si transparente que l'œil s'en va jusqu'au fond. Il atteint un effet de poésie pure auquel, ordinairement, Racine réussit à atteindre. Et ça vous a peut-être rappelé ce vers d'Hippolyte dans Phèdre qui est « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur ». On a l'impression que les deux vers sont semblables et qu'ils disent ainsi la pureté, la clarté, le cristallin du jour. Avec une petite nuance, c'est que chez Racine, je ne sais pas si vous l'avez entendu, si vous comptez le nombre de syllabes par mot, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Il y a 12 monosyllabes. Quand vous l'avez entendu, vous avez l'impression que c'était tout à fait naturel. Pourquoi? Parce que les monosyllabes, ils allongent les vers. Et les mots très longs, ils les raccourcissent. Parce que vous mettez plus de temps quand vous avez ainsi des ruptures entre mots. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Pour dire cette sincérité qui, comme la lumière, vous voyez, s'étend en réalité. Alors, La Fontaine n'a pas fait pareil. Lui, c'est l'onde était transparente, transparente, 3. Ça, oui, c'est la surface de l'eau. Vous voyez? Ainsi qu'au plus beau jour. Et vous savez que jour est le mot le plus sombre de la langue française et nuit le mot le plus clair. C'est le charme de notre langue, c'est d'avoir l'esprit paradoxal. Et vous avez ainsi la transparence et le regard qui progressivement descend pour tomber vers la profondeur de l'abîme, pour aller jusqu'au fond. Et c'est vrai que le fond de l'eau, c'est plutôt sombre, mais il faut que la surface soit transparente et lumineuse pour qu'on arrive jusqu'au fond. Donc, on commence par regarder en surface, ça clapote, et puis on commence à descendre et on va s'en aller jusqu'au fond. C'est une poésie qui décrit en même temps qu'elle évoque et qui, en même temps qu'elle évoque, symbolise. Vous avez tous les éléments, donc la description, l'évocation, la symbolique. Mais ça ne sert pas à rien. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu aussi dans le dernier vers, ne faisons pas les dédaigneux. Gardons-nous de rien dédaigner. La Fontaine veut que son héron soit le symbole du dédain. Avant lui, les quelques hérons que l'on trouvait, ils avaient pour symbolique, les animaux, ils portent une symbolique, vous savez, la paresse. Parce que le héron, il est pité sur son seul pied, et puis il attend. Et on dit que c'est un animal paresseux. Et puis de temps en temps, un coup de bec, et il... Si le héron s'était trouvé devant une eau tout à fait trouble, on aurait pu penser qu'effectivement la paresse le conduisait à ne pas trop souvent mettre le bec dans l'eau, ressortir, mettre le bec pour ne rien trouver. Mais il se trouve que l'onde est transparente, ainsi qu'au plus beau jour, que Macomère la carpe, il fait 1000 tours avec le brochet, son compère, que tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. La clarté de l'eau cherche à nous faire passer du caractère de paresse au caractère de dédain. C'est pas parce que ça lui coûterait d'aller chercher les poissons. Ils sont là. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Non, c'est parce qu'il dédaigne de les prendre. C'est trop facile, puis de toute façon, oh non, ils ne sont pas pour moi. D'ailleurs, il vivait d'appétit et mangeait à 16 heures. Il n'a pas vraiment faim. Oui, c'est cela. C'est-à-dire que ce vers qui paraît d'une beauté pure est en réalité d'une beauté utile. C'est l'esthétique du design. Le design, vous savez, ça consiste à dire que la beauté d'un objet procède de son adaptation totale à son usage. La plus belle fourchette, ce n'est pas celle qui est ornementée, c'est celle qui va piquer le mieux la viande que vous allez manger. Ben, c'est ça, le verre, vous voyez. Et là, vous l'avez dans un exemple qui, je crois, est absolu. Parce que ce vers est un des plus beaux que La Fontaine ait écrit. C'est un des plus beaux du XVIIe, peut-être de la langue française. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Et en même temps, il est utilitaire. Qui l'aurait cru? C'est ça la poésie, c'est ça le récit et la morale, c'est ça la fable de La Fontaine, et c'est ça l'usage qu'il fait des animaux. Par conséquent,
on a l'impression que nous sommes dans une moralisation de l'animal grâce à la poésie, parce que la poésie porte en elle son sens. La poésie, en somme, elle est capable de transfigurer un monde irréel en une réalité surréelle. Nous sommes au-dessus même de la réalité. Nous allons au cœur du cosmos. Et d'ailleurs, on le voit bien par le fait que progressivement, les fables s'amplifiant, là nous sommes dans le second recueil, 78, un véritable monde animal a succédé au bestiaire. Je peux parler de bestiaire, bon, les animaux, ils sont pourvus chacun de son symbole, ils interviennent, il y en a un ou deux, bon, la cigale, la fourmi, le corbeau, le renard, le loup, l'agneau, bon. Mais progressivement, il y a comme un monde qui commence à naître, un effet comédie humaine à la Balzac, si vous voulez, où les personnages reviennent d'un roman à l'autre. On a l'impression que ce qu'il appelait sa comédie à 100 actes divers et dont la scène est l'univers, est capable de produire une sorte de registre avec des pièces qui deviennent de plus en plus exigeantes. Et il va vous faire entendre l'une des plus belles et celle que nous citons beaucoup en ce moment à cause de l'épidémie de Covid, qui est Les animaux malades de la peste. Hein, on l'attendait. Pourquoi ? Parce que c'est une réunion du monde animal, vous voyez ? C'est une espèce de cour, de basse cour, représentant la haute cour, et dans sa totalité, toutes les espèces se sont réunies pour ouvrir dans un grand geste théâtral le second recueil. Voici Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit : « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, faisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tous ces maux, étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir, on n'osa trop approfondir, du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit : « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « haro » sur le bonnet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux qui venait tout leur mal, sa pécadille, fut jugé un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'est capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Vous voyez, c'est une grande fable, hein, c'est vraiment une fresque, et qui réunit en elle toutes les espèces, l'ordre social, disons, depuis en bas jusqu'en haut, hein, et d'en haut jusqu'en bas. Donc c'est une fable sociale, et en même temps, c'est une fable qui réunit toutes les couleurs du genre de la fable. Nous avons perdu l'oreille du XVIIe siècle, et vous allez entendre comment La Fontaine joue sur les registres stylistiques. Vous savez, pour lui, ce qu'il raconte, c'est pas très important. Les fables, elles sont piquées à Ésope, il les lui prend, il les resserre telles quelles. Il ajoute des choses, mais la trame est là. Entre les deux recueils de fables, il écrit un roman qui s'appelle Les Amours de Psyché, un conte. Il dit, pour la matière, j'avais mon fait dans Apulée. Apulée, celui qui a écrit le premier, Les Amours de Psyché de Cupidon. Je n'avais qu'à prendre. Ah, il a tout pris. Vous savez ce qu'on appellerait aujourd'hui du plagiat, je crois, on lui fera un procès. Mais il dit, mais pour l'essentiel, c'est-à-dire la manière de raconter, là venait le problème. Et on comprend que l'essentiel pour lui, c'est l'écriture. C'est la manière d'écrire. Et je m'amusais, si vous le voulez bien, c'est un tout petit peu en dehors peut-être de l'animal, mais vous allez voir que les animaux, ils jouent leur rôle dans cette affaire. Comment ils utilisent les espèces et leur symbolique, rien qu'à travers le prologue, qu'on croit être une petite introduction, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable il décrit. Eh bien, pour quelqu'un du XVIIe siècle, c'est une registration stylistique fulgurante. Écoutez les premiers vers. Vous commencez par « Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. » Ça, c'est le style apologétique du sermon et de la fulmination prophétique. Vous avez des critères qui sont le ciel, la terreur, la fureur, les crimes, le ciel, la terre. Punir les crimes de la terre, la fureur du ciel. C'est la Bible. C'est le style de la Bible et c'est le style du sermonnaire. C'est le style qu'entendent tous les dimanches tous les Français qui vont écouter le sermonnaire fulminer contre les horreurs du siècle et qui, en mimant la Bible, provoque l'effroi et la sidération. C'est le degré le plus élevé du style qu'on appelle le sublime, style sublime. Donc inventa le mal qui répand la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Et là, vous reconnaissez, c'est plus le style de la Bible, c'est le style épique. L'Achéron, c'est le fleuve des enfers chez Homère. La guerre faisait aux animaux la guerre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, c'est la terreur devant les noms. Vous savez, quand Phèdre, chez Euripide, ne peut pas prononcer le nom d'Hippolyte, et qu'elle dit à sa servante, tu connais ce fils de l'Amazone, Hippolyte, grand Dieu. Alors chez Racine, ça devient, elle n'ose pas le nommer, mon Dieu, le mot, elle a honte. Oui, mais au XVIIe, c'est comme ça, mais dans l'Antiquité, c'est parce que le mot porte en lui une puissance magique. Phèdre n'a pas le droit de dire le nom d'Hippolyte, sinon la foudre peut lui tomber sur la tête, foudre de Jupiter, vous voyez. Il y a une puissance du nom. Et bien ça, ce paganisme, en somme, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. C'est dans l'épopée qu'on a peur de dire les noms, parce que les noms apportent en eux une puissance. Ça, c'est le style épique. Le style de l'épopée qui suscite le frisson, le sentiment du dépassement de soi par un sujet dont la grandeur excède nos modestes existences. Nous sommes toujours dans le sublime, mais c'est le second degré. Et ça se poursuit par « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. » Et là, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est le style tragique. Car il n'y a que dans la tragédie que les vies mourantes deviennent des mourantes vies. Et il n'y a que dans la tragédie qu'on entend des maximes du genre « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Je suis sûr que Corneille a fait une crise de jalousie, qu'il n'ait pas trouvé lui-même ça. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ah, c'est du récit cornélien. Et nous sommes dans le tragique,
Et le tragique, c'est un autre style, c'est un autre élément, si vous voulez, c'est le pathos. C'est-à-dire la chose qui va vous faire trembler d'effroi et qui est le troisième niveau du style sublime, avec ces signatures stylistiques du tragique que sont la maxime et l'inversion du qualificatif. Mais en même temps, ce tour élevé, ce tour grandiose, si vous avez vraiment de l'oreille, vous avez remarqué qu'il y a eu un grain de sable dedans. Le grain de sable, c'est un peu plus haut. La peste capable d'enrichir en un jour l'Achéron faisait aux animaux la guerre. Ça ne peut pas être du style du sermon, ça ne peut pas être du style de l'épopée, ça ne peut pas être du style de la tragédie parce que c'est les animaux. Nous sommes dans un autre monde. Et les animaux, ça a complètement gauchi ce style qui devient au second degré. Parce qu'on ne fait pas une épopée d'animaux, ou alors elle est grotesque, elle est un peu burlesque, si vous voulez. On ne fait pas une tragédie avec des bêtes, on fait une tragédie avec des gens. C'est une tragédie qui est décalée. Et les animaux introduisent là un ferment de décalage. La grandeur se corrige de petitesse. L'épopée donne dans la miniature, comme dans le vers célèbre « Je chante les héros » dont Ésope est le père. Je chante les héros, c'est le « Arma virumque cano » qui commence l'Énéide de Virgile. Mais les héros dont Ésope est le père, vous avez compris qu'il s'agit des bêtes. Et vous redescendez. Alors, ça conduit à un registre moins noble. Et si vous regardez, à partir de là, on n'a nullement n'excité leur envie, ni loup, ni renard, n'épier la douce et l'innocente proie. On est dans le registre de la dévoration. Les loups et les renards qui vont becqueter des oiseaux. Nous sommes vraiment dans un autre monde, vous voyez. Et tout ce qui était épique, tragique, est en train de s'abaisser. Alors, vous allez me dire, bon, il donne dans le burlesque. Non. Il n'a pas voulu donner dans le burlesque. C'est là le grand art. Parce qu'on pourrait tomber, volontairement d'ailleurs, dans un effet un peu caricatural, dans un effet burlesque. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il a choisi dans son nuancier la douce et l'innocente proie, la teinte élégiaque. L'élégie, c'est vrai, c'est plus petit que le tragique, le prophétique et l'épique. C'est petit, mais c'est une petitesse qui n'est pas ridicule, à l'inverse du burlesque. C'est une petitesse qui est touchante. Et c'est ce qu'il veut produire avec ni loup, ni renard, n'épier, la douce et l'innocente proie, ce qui amortit le pathos tragique et l'oriente vers la délicatesse alexandrine d'une émotion sensible et nostalgique. Aux loups et aux renards, sans quitter le domaine naturel, vont alors succéder qui? Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Et là, nous passons au registre lyrique. De l'élégiaque, on est passé au lyrique par l'amour. Pourquoi? Parce que les tourterelles sont symboliques de l'amour. Vous avez d'abord un vers d'une délicieuse sensibilité lovée dans une image. Les tourterelles se fuyaient. Il n'y a rien de plus à dire. Et puis, par contraste formel, une maxime, au tour condensé, qui enveloppe la souffrance dans un emblème. Plus d'amour, partant, plus de joie. Mais ce n'est plus une maxime tragique comme la précédente, c'est une maxime à la façon de La Rochefoucauld, c'est-à-dire une maxime romanesque. Une observation des lois du cœur, comme La Rochefoucauld en donnait, et qui nous rappelle cette forme particulière de morale qui est une anthropologie du sentiment, c'est-à-dire une morale qui n'est pas comminatoire, mais qui est descriptive et puisée dans le genre qui a le plus interrogé le cœur humain et l'amour humain, qui est à l'époque le roman. Et alors, une fois que ce cadre est posé, que ce registre du nuancier des couleurs possibles, de cet arc-en-ciel de tons nous est donné, commence l'arc-en-ciel des animaux. Le lion tint conseil et dit. Et là, vous allez avoir les différents tons. Le ton majestueux du lion, le ton insinuant du renard, le ton humble de l'âne qui a mangé un bout d'herbe. Et nous retrouvons ces effets de registre qui sont une délicatesse, une délectation stylistique, vous voyez, et qui va nous faire passer par les registres de la comédie, de la satire, de la harangue, du discours politique, du prêche, de l'éloge courtisan, de la mauvaise foi royale, en sollicitant l'ironie, le sarcasme, l'indignation, la moquerie, la parodie, le pastiche, le style direct et le style indirect, les vers longs, les vers courts, les ellipses et les expansions avec ce vers si court, enfin... et quelquefois, il m'est même arrivé de manger le berger.
Alors on n'en finit pas, on a l'impression qu'il a de la peine à nous dire ce qu'il a mangé. Et il y a là toute une description psychologique de l'art de mettre en second les choses qu'on ne veut pas faire entendre, mais qu'il faut faire entendre quand même. Alors on les fait entendre, mais à demi-voix. Tout cela, un kaléidoscope donc de couleurs et de tons, uni par le mouvement d'une démonstration qui est aimantée vers son verdict moral, vers sa fin, c'est-à-dire ce qui va arriver au pauvre Anne. Il y a là une capacité je dirais, de grande poésie qui est considérable. Simplement, c'est en miniature. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment un sermon, c'est un demi-sermon, c'est pas vraiment une tragédie, c'est un vers de tragédie, ce n'est pas vraiment une épopée, c'est quelques animaux qui se font la guerre, enfin, auxquels on fait la guerre. Bref, il y a en modèle réduit la littérature tout entière et un bestiaire tout entier qui est l'humanité tout entière, faudrait-il dire les êtres vivants dans leur totalité, car ce lion n'est pas tout à fait un roi, n'est pas tout à fait un lion, cet âne n'est pas tout à fait un pauvre, un misérable, et il est en même temps un âne. Nous sommes dans un univers intermédiaire et une intermédiation qui permet de recueillir la totalité de la poésie. Il y en a une que j'aime particulièrement et dont vous allez voir comment la simple tonalité, l'effet de surprise s'étend jusqu'au lecteur et comment les animaux sont utilisés dans une perspective qui est à la fois prodigieusement comique et profondément philosophique. On passe au cochon, la chèvre et le mouton. Une chèvre, un mouton avec un cochon gras, montés sur même char, s'en allaient à la foire. Leur divertissement ne les y portait pas. On s'en allait les vendre, à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin, dont Pourceau criait en chemin comme s'il avait eu 100 bouchers à ses trousses. C'était une clameur à rendre les gens sourds. Les autres animaux, créatures plus douces, bonnes gens, s'étonnaient qu'il criât au secours. Ils ne voyaient nul mal à craindre. Le chartron dit au porc : « Qu'as-tu tant à te plaindre ? Tu nous étourdis tous. Que ne te tiens-tu quoi ? Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient t'apprendre à vivre, ou du moins à te taire. Regarde ce mouton. A-t-il dit un seul mot ? Il est sage. Il est sot, répartit le cochon. S'il savait son affaire, il crierait comme moi du haut de son gosier. Et cette autre personne honnête crierait tout du haut de sa tête. Ils pensent qu'on les veut seulement décharger, la chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais quant à moi, qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison. Don Pourceau raisonnait-il en subtil personnage. Mais que lui servait-il ? Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Voilà, alors c'est une méditation sur la mort en termes de charcuterie. Et vous avez remarqué que la fable ne peut tenir le coup que parce qu'avec les cochons on fait des jambons, parce que si ça avait été des êtres humains, on n'aurait pas pu. Parce que c'est rare qu'avec les êtres humains, on fasse du jambon. Donc, l'animal ici nous permet d'aller vers une pensée profonde, parce que vous avez vu que le cochon prévoit, et puis que nous dit le fabuliste ? Qu'il a tort de prévoir. Et c'est très étonnant, parce que s'il y a une notion morale qui est puissante, c'est la prévoyance. C'est une contradiction totale avec la morale, par exemple, de la cigale et la fourmi, qui est pour but, au contraire, de nous dire qu'il faut prévoir l'hiver quand on chante pendant l'été. Bon. Et c'est donc une fable complexe. C'est une fable complexe et qui tire toute sa richesse de l'effet qu'elle produit par sa cocasserie. Monter sur même char, s'en aller à la foire. Alors là, il y a une joie, vous voyez. Leur divertissement, ne les y portait pas. On s'en allait les vendre, à ce que dit l'histoire. Il y a une cassure, là, après leur divertissement. De nos jours, on dirait, ce n'est pas leur divertissement qui les y portait. Alors, ce n'est pas, on aurait compris qu'il faut s'attrister. Mais là, non. Et puis, la précision, le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin. Tabarin, c'est les marionnettes, vous voyez. Donc, c'était pas le but. Et commence alors l'action. Et donc, vous avez
ce raisonnement du cochon qui sait que lui, il est bon pour mourir, et puis le raisonnement intuitif qui est juste, l'évidence de cette intuition, que nous sommes tous mortels, qu'il faut prévoir notre fin, comme la cigale aurait dû le faire, comme la fourmi y a pourvu, sagesse de la prévoyance, avant même qu'elle ne soit formulée. Cette sagesse est en quelque sorte annihilée par la tonalité cocasse du récit, vous voyez, qui recouvre cette impression d'une seconde. C'est le caractère dérisoire de cette plainte. Ton pourceau criait en chemin comme s'il eût 100 bouchers à ses trousses. Cette image des 100 bouchers qui courent après le cochon, on ne peut pas dire que ça élève l'idée de mort. Vous voyez. Et il y a donc quelque chose qui déjà annonce une morale qui va se moquer de la morale, une sagesse paradoxale de l'imprévoyance, qui nous dit à quoi bon se tourmenter, à quoi bon se lamenter devant l'inévitable, puisque la fin étant incertaine, et certaine en même temps, nous mourrons tous, mais nous ne savons pas quand, on ne peut rien y faire, et donc la sagesse, c'est sans doute de ne pas y songer. Vous voyez ? Et c'est une sagesse qui n'est pas sotte, si vous voulez. C'est la leçon du dernier Montaigne. Profitons de notre existence, goûtons ce qu'elle nous offre avant son terme, et laissons venir la mort sans en gâter la vie. N'y pensons pas tout le temps, comme si on y avait déjà un pied dans le tombeau. Moralité, donc, digne d'un sage de l'Antiquité qui a compris, suprême lucidité, que l'inéluctabilité de la mort, loin de gâcher le délai qu'entre elle et moi j'appelle ma vie, m'invite à joncher cette vie, comme le dira Beaumarchais, d'autant de fleurs que ma gaieté me le permette. Après tout, vu ainsi, la mort n'est pas le terme de la vie, c'est sa condition, parce que s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas la naissance, s'il n'y avait pas de terme, il n'y aurait pas de commencement, et donc nous n'existerions pas. Si bien que cette fable propose deux lectures, elle a un certain strabisme. Pendant toute la fable, on entend le cochon et on se dit il a raison, et à la fin on nous dit mais non, finalement ce n'était pas la peine. Vous savez que Montaigne est passé par l'un et l'autre. Hein. Dans une première partie de ses essais, il dit qu'il faut y penser tout le temps. Il rappelle même que les Égyptiens, quand ils faisaient des banquets, mettaient une momie quelque part pour se rappeler qu'ils allaient tous mourir. Après, il s'est dit non, après tout, fût-ce sous la peau d'un veau, autant fuir la mort et ne pas y penser. Mais les deux lectures, quand vous les mettez côte à côte, elles en appellent une troisième. Je ne veux pas avoir l'air de faire un raisonnement thèse, antithèse, synthèse, mais il y a quelque chose. Quelle est la troisième ? C'est celle qui sort de leur décalage, qui est sécrétée par leur porte-à-faux, une lecture supérieure qui consiste en somme, et c'est le sens profond sans doute de la fable, à envisager le destin humain comme la confrontation des deux perspectives précédentes. Celle qui voit dans chaque instant écoulé un pas de plus vers la mort, dont il nous rapproche, dont il nous menace. Tout instant est critique d'ailleurs, depuis le tout premier. Hein. Et puis l'autre perspective qui voit dans les instants qui passent un allongeail de la vie, avec ceux qui précèdent et puis ceux qui suivront, le moment présent, je vais faire une chaîne de pensées, de paroles, d'actions, d'échanges qui s'appelle ma vie. Cette ambivalence, cette ambiguïté, à mon avis, c'est celle que décrit la fable, et ce char sur lequel sont montés les trois animaux et le charton, parce que lui aussi, hein, il en fait partie. Qu'est-ce que c'est sinon la caravane, je n'ose pas dire humaine, mais la caravane de la vie. Cette caravane qui cahote en s'en allant vers la foire, parce que c'est plutôt agréable de vivre, enfin, encore que... Et qui en même temps se dit, oui, mais qu'est-ce qui va se passer à la foire ? Ça va être Tabarin ou bien ça va être le charcutier ? Vous voyez ? Et donc, cette espèce de conception, la chèvre et le mouton, qu'est-ce qu'ils voient dans la foire ? Ils voient l'échange, le commerce de la vie. Qu'est-ce que c'est une foire ? Ce sont des gens qui vivent, qui échangent, qui trafiquent, qui commercent. C'est le cycle des échanges qui entretiennent la vie. La foire, la vente, la tonte et la mulsion. Et vous avez là tous les éléments du vivant, le nutritif, le commercial, etc. Le cochon, lui, parce qu'il sait que cet épisode est le dernier de sa vie, il ne le saisit plus que dans la perspective de la mort. Et donc, dans ce char rustique est résumée la caravane humaine, l'ambivalence de son équipé. C'est une fable infiniment profonde. C'est une fable à la fois pathétique et optimiste. C'est une fable hautement philosophique et qui, finalement, nous dit qu'il y a une certaine ambivalence de l'optique que nous avons chacun la possibilité de choisir sur notre destin, sur le temps qui s'écoule.
C'est là une sagesse paradoxale qui va au-delà de la morale commune et des préceptes de la religion pour une saisie de la vie humaine dans la perspective de son absurdité paradoxale. Et la grandeur de cette fable, c'est que si le cochon n'était pas un cochon, il ne pourrait pas raisonner comme ça, parce qu'il ne serait pas certain qu'il n'est bon qu'à faire du jambon. Et voilà comment la plus haute méditation sur la mort s'accorde avec la pensée la plus simple, je dirais, sur le jambon et la boucherie. Nous vous remercions pour votre écoute.